voyez, moi je suis une fille de la campagne. J'adore le plancher des vaches. Mais parfois, je me demande ce qu'il y a en dessous. Alors je vous propose de me suivre pour aller à la rencontre des mineurs et des creuseurs. Aujourd'hui, c'est un voyage au centre de la Terre. Cette semaine, aux côtés de Denis, je vous embarque pour un voyage insolite au centre de la Terre. On est la dernière mine de France en activité, donc c'est la seule mine en France dans laquelle tu pourras descendre. C'est génial. Grâce à Charles et à son association de passionnés, je vais revivre tout un pan de l'histoire. Retour en 1939 pour une immersion dans la vie des soldats de la ligne Maginot. On entretient les lieux, on les rénove, on les rééquipe comme c'était à l'époque, vraiment de manière très authentique. Pour l'heure, je vous emmène au cœur de la vallée de la Marne, dans le petit village de Fleury-la-Rivière, qui abrite un lieu inattendu. Patrice, viticulteur depuis plusieurs générations, a cédé son domaine à son fils pour s'adonner pleinement à sa passion, les fossiles. Depuis 30 ans, il creuse inlassablement le sous-sol de sa maison à la recherche de coquillages vieux de plusieurs dizaines de millions d'années. Bonjour Patrice. Bonjour Karine. Dis donc, c'est un bel endroit là où tu m'as demandé de te retrouver. Eh oui, c'est les coteaux champenois, plein de vignes là ici. Ouais. Sa particularité aussi, c'est son sous-sol, D'accord. sa géologie. Tu vas me faire découvrir Ouais. des trésors alors. Des trésors cachés. On voit des indices comme ça sur le sol en se promenant dans le paysage autour des Mais le autour des meilleur coteaux. est en dessous, c'est Mais ça? le meilleur en dessous. Et ça, je vais pouvoir te le montrer. Super. Ouais. Mais dis-moi, il faut monter les marches pour aller dans ta cave. Oui, ben, on a la colline derrière et les caves sont creusées dans le coteau. C'est drôle. Les caves sont à l'étage. Ah oui, il faut faire un petit peu d'acrobatie quand même. Ouais. Alors ça, c'est mon chantier de fouille actuel. C'est là où je creuse. Avec ce petit appareil-là, tout ce que tu as vu là jusqu'à maintenant, je l'ai creusé avec ce genre de matériel. Montre-moi à quel point la roche est tendre. Je vais faire un peu de bruit. Hein. Ah, vas-y, vas-y. Bon, ok. Tu vois, comme ça détache par bloc et on Ouais. examine les blocs pour voir s'il y a la présence de fossiles. Alors. Là, faut... Ah non, mais quand tu dis que c'est une mine, c'est une mine. Hein. Ah, Ah oui, c'est quand même très très friable. Hein. ouais. Je suis un vrai gamin, moi. Oui, ça j'ai bien Mon compris. sable avec mes coquillages. Bon. Combien t'as fait de kilomètres de galerie? Ah, ça se compte pas encore en kilomètres. Hein. Il y a 250 mètres en linéaire à visiter, plus tous les amances de galeries qu'il peut y avoir à droite, à gauche. Voilà, quoi. Et ça fait combien d'années que tu creuses? 24 ans actuellement. Et tu vas continuer à creuser encore longtemps comme ça? Bah, si je pouvais en faire autant, ce serait bien. D'accord. Ouais. De cette passion, Patrice en a fait un musée. Il lui aura fallu plus d'une dizaine d'années pour obtenir les autorisations nécessaires au creusement, ainsi qu'à l'ouverture au public. Depuis 2011, il partage cette collection exceptionnelle d'environ 300 espèces de coquillages avec plus de 13 000 visiteurs par an. C'est extraordinaire. Voilà tes trésors. Oui, oui, ceux que l'on trouve dans ces sables calcaires, donc dans ce tuffeau. Et on retrouve un escargot géant, le Campanile giganteum, Ouais.
Un escargot entre 40 et 60 cm de long. Donc, c'est le fossile phare que l'on peut retrouver donc, dans ces couches-là. Donc il a combien de millions d'années? Alors, 45 millions d'années. Alors, il faut imaginer 45 millions d'années, c'était la mer du bassin de Paris qui s'étendait jusqu'en Champagne. Donc là, on était à la limite est de cette mer du bassin parisien. Je suppose qu'il ne vivait pas tout seul dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre autour de lui? On retrouve dans ces sables-là aussi des crustacés, des poissons, mais quand même c'est une grande majorité de coquillages qu'on retrouve parce que c'est la coquille, la partie dure de l'animal. D'accord. Tout ça, c'est creusé par toi? Oui. Et c'est sous l'œil attentif d'un bureau d'études géotechniques que Patrice a pu creuser sans risque d'effondrement. Ah mais mon Dieu! Mais c'est la chapelle Sixtine de Fleury-la-Rivière, dis-moi. Donc là, c'est un lieu qu'on a créé pour la sécurité. Donc quand il y a un problème, nos visiteurs viennent à l'abri là, ici. Au cas où, hein, au cas où il y a un problème, rassure-moi. Il y a un moyen de communication pour appeler à l'extérieur. Et ça, c'est encore toi qui as creusé. Voilà. C'est impressionnant là ce que tu as fait là. Mais tu as laissé tout à même pour qu'on ait cette sensation d'être quasiment sur une plage en fait. Ouais, c'est notre but, c'est de montrer vraiment ces fossiles-là, comment on les a trouvés. Ça c'est une présentation naturelle, quoi. Ah, là on arrive sur le chantier qui est en cours. Là on est en train de les mettre en évidence. Et alors là donc on va pouvoir s'installer et faire une petite recherche, quoi. Donc tu as le petit outillage. Couteau à huître donc. Ouais, on reste dans le domaine. Bah oui, je suis d'accord. Alors voilà, donc avec ton petit couteau, Ouais. hop, on va granter gentiment autour du coquillage. Coquillage étant plus dur que la roche, on le suit aisément. Ça t'a pris quand cet amour du grattage, creusage? Ah, au départ, donc j'étais collectionneur et en allant dans les vignes en étant enfant, je ramassais des cailloux et en ramassant les cailloux, j'ai commencé à faire une petite collection de fossiles, quoi. Mais ton métier à la base, c'était viticulteur. Voilà, viticulteur de métier. Et le dimanche, je l'appelle ma pioche, j'allais faire des trous un peu partout. Ah mon Dieu, là t'as fait un grand trou. Tu y passes combien d'heures ici? Alors là, c'est des journées complètes, quoi. Hein. Donc on commence à 8 h le matin et j'ai une permission jusqu'à 19 h 30. C'est ta femme qui t'a donné une permission? Ouais, mon chef, ouais. T'as un couvre-feu? Voilà. T'as jamais peur ici, des fois? Ah non, il y a qu'ici, j'ai pas peur. Dès que je sors, j'ai peur. Minutieusement nettoyés dans ce laboratoire, les coquillages millénaires sont ensuite mis en valeur dans un cabinet de curiosités à 2 pas du musée pour être vendus aux collectionneurs. Mais la cave de Patrice n'abrite pas seulement des coquillages. Le vin produit aujourd'hui par son fils y vieillit tranquillement dans des conditions hydrométriques optimales. Ah, voilà Thibault le fils. Ah bah je vais rester avec Thibault, je te laisse avec D'accord. la brouette. Bon. C'est toi le vigneron donc maintenant. Ça a De ce été que ton je- petit voyage dans le temps. Incroyable. Incroyable. Tiens, toujours un petit verre pour les amis. Et le travail de la géologie, comment tu l'as abordé pour le travail de la vigne, toi? Pour me faire mes cuvées, mes futures cuvées, on a regardé quelle géologie était de la parcelle. Et chaque parcelle avec la même géologie, on les assemble ensemble. Donc j'aurai une cuvée par géologie de sol. Tu veux dire que les fossiles qu'il y a dans la terre, entre guillemets, ça t'aide pour faire tes cuvées de vin, C'est quelque ça, part? c'est ça. Ça veut dire que tu me fais aussi, toi, voyager dans le temps avec ton vin. Oui, oui. Et ça, on pourra le découvrir dans quelques années, quand mes champagnes vont sortir. On pourra faire la différence entre les cuvées. Alors bien sûr, il y a les cépages qui vont différencier, les expositions, etc. Mais il y a aussi la géologie de sol qui va donner les particularités à chaque champagne. Donc il va falloir que je revienne pour voir comment dans le temps ton champagne se comporte. Oui, oui. A priori très bien, mais je reviendrai quand même. Il faut revenir. Je te remercie Thibault. C'est super. Vous êtes une famille extraordinaire, hein, franchement. Ne changez rien surtout. Tout comme à la cave aux coquillages, la mer, il y a 230 millions d'années, a déposé d'autres sédiments précieux, comme le sel. Cette fois, c'est tenue de mineur obligatoire. Ici à Varangéville, je vous invite à découvrir la dernière mine encore en activité de l'Hexagone. Issu d'une lignée de mineurs,
je rejoins Denis. Il travaille dans la mine depuis plus de 30 ans. C'est un drôle d'endroit quand même pour descendre. Hein? C'est assez atypique, Ah, hein, oui. c'est un puits qui date de 1871. Donc bon, après la cage a été refaite hein, quand même régulièrement, mais sinon on descend tous par là le matin et on remonte tous par là en fin de journée. Donc il y a 50 secondes de descente, on est à 160 mètres sous terre. Ouais. Et donc voilà, on va passer donc, le matériel, le sel et le personnel par cette cage. C'est une aventure en fait que tu vas me faire vivre. Ah oui, là c'est une aventure. On oui. est d'accord. Oui, oui, oui. Bah, On est surtout, on est la dernière mine de France en activité, donc c'est la seule mine en France dans laquelle tu pourras descendre. C'est génial. Bon, vous descendez quand même des véhicules. Alors on descend tous les véhicules, tout ce qu'on va voir en bas, ça descend par la cage par laquelle on est passé. C'est-à-dire qu'on va découper les engins, on va Non. les descendre et on les ressoude une fois arrivés en bas. Sérieux? Oui. Incroyable. Et là, tu m'emmènes où là? Parce qu'il y a quand même des kilomètres de galerie de ce que je vois. Alors là, on a 300 km de galerie. Donc on va là en direction du frontail. Ouais. C'est là où on va abattre le sel. Donc c'est là où il y a la principale activité. Après, le sel va être acheminé vers l'installation et le sel va être transformé pour enfin faire du sel de déneigement. Uniquement? Uniquement. Mais ça brille. En fait, c'est des diamants, Denis. Oui, mais il faut pas le dire. Faut que ça reste entre nous, ça. Donc là, on le voit, il est en train de reculer, parce que ces engins-là, on ne se déplace qu'en marche arrière, puisque on ne voit pas du tout où on va quand on est en marche avant, hein, quand on voit le minerai dans, Ouais. dans le godet. Donc il va faire demi-tour dans la galerie et il va venir donc vider au niveau de la fosse du MFI. Dis donc, là, j'en ai le cœur qui bat quand il arrive vite, là. Waouh, 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 waouh. Mais tous les blocs que je vois, là, comment ils sont cassés? Alors ça, c'est les blocs bruts qui ont été abattus. Donc ça, c'est suite à l'explosion. Donc on fait un tir et Ah quand oui. on tire, on abat 500 tonnes de minerai par tir. Donc là, il vient de vider le godet. Donc maintenant, l'opérateur qui est dans le MFI va donc préconcasser les plus gros blocs. Et c'est ce qui va permettre d'envoyer après toute la production au niveau de l'installation où on va transformer le sel pour le transformer en sel de déneigement. C'est fou, moi je trouve qu'il y a un côté Mad Max, avec les lumières et tout. Et le bruit aussi, ça donne quand même une atmosphère Et c'est vrai que c'est particulière. assez impressionnant. Moi qui étais hier dans une cave au coquillage, où il y avait un petit marteau-piqueur, là, c'est son grand C'est frère. une Son plus grand grande cave, frère. il n'y a pas trop de coquillages et puis il y a des plus gros marteaux-piqueurs. Et tu crois que je peux goûter le sel comme ça, juste pour voir? Bah, essaye d'en goûter, mais un blanc parce qu'il est pur à 93%. La Compagnie des Salins du Midi et Salines de l'Est est le premier producteur de sel de l'Hexagone. La mine de Varangéville, quant à elle, produit un quart du sel qui est utilisé pour déneiger les routes de France. Combien de mineurs travaillent ici? Alors aujourd'hui, il y a encore 40 mineurs à l'effectif. Toi, quand tu as démarré ta carrière de mineur, vous étiez combien? Je suis là depuis 3 générations, donc forcément, j'ai connu quand j'étais gamin les salins avec 600-700 personnes à Varangéville. Donc les hommes travaillaient au fond de la mine et les femmes travaillaient en surface. Et maintenant? Il y a encore des femmes qui travaillent en surface et aujourd'hui, d'après ce qu'on sait, des femmes pourraient descendre travailler au fond de la mine. Mais après, je pense qu'il faut que ça rentre dans les mœurs aussi. Et ça. c'est ça qui est peut-être un petit peu petit plus travail compliqué. de fond qu'il faut Voilà, il y a un faire, petit voilà, boulot à faire, c'est je ça. pense. Ouais. Alors ici, on est dans les chambres de stockage. Donc on a 4 chambres de stockage. Donc elles font chacune 15 mètres de hauteur sur 50 mètres de longueur. Ouais. On a une capacité de stock d'environ 10 000 tonnes par chambre. Donc on a 40 000 tonnes sur les 4 chambres. Est-ce que tu te rends compte quand même que tu travailles dans une cathédrale? Parce que ça fait un peu ça. Ça fait un peu cathédrale, c'est vrai, oui. Émotionnellement, psychologiquement, qu'est-ce que ça raconte de travailler sous terre? Non, bah après, oui, il y a toujours une certaine émotion parce qu'il y a une émotion, une fierté. Voilà, après, en plus, avec mon passé, Oui. voilà, je suis content quand je suis en bas, quoi.
Je suis content quand je descends, pas quand je remonte. Voilà, ça peut T'es paraître heureux en bizarre. bas. Ouais. Puis je fais découvrir ça à des tas de gens et les gens sont émerveillés et je trouve ça génial. T'as les yeux qui brillent, c'est Bah oui, chouette. c'est chouette, mais parce que Là, je le t'es vis, quoi. ému. Là, t'es ému. Ouais, bah, il y a toujours une émotion, là-dessus c'est certain. Ouais. Grâce à la pugnacité de Denis et au travail de son équipe, ce monde obscur et méconnu s'est ouvert au public en 2018 sous forme de visite guidée. Mais le clou du spectacle, ce sont les déjeuners insolites pris sur une table en selle dans une pièce aménagée au fond d'une galerie. Une expérience à vivre. Oh là là, c'est beau. Et vous travaillez avec un traiteur, comment vous faites? Ouais, là on travaille avec un traiteur de la ville d'à côté. Et donc il nous fait des menus typiquement lorrains. Donc après le cendre, voilà, ça vient de nos rivières, le traditionnel pâté lorrain. Et puis, oui, il faut quand même une couleur. Oui, il faut quand même. Bien sûr. Je vois à quel point la mine, c'est important pour toi. Oui, c'est très important, oui. Ça fait partie de notre patrimoine lorrain, français, voilà, et c'est pour ça qu'il faut Que le faire tu revendiques. Ah, que je revendique, oui, tout à Ça, fait. haut et fort. Bon, alors moi, je me régale, mais est-ce que tout le monde se régale? Excellent. Excellent? Oui, c'est vraiment très bon. Ouais, ça vous fait quoi de manger dans une mine? Le décor est vraiment super beau. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi joli. Et on mange très bien. On est très bien servi. Je suis ravie d'être ici. Moi, je dirais que c'est un succès sur toute la mine quand même. À la vôtre. Santé. Merci Denis. Tiens. Super. Quand les machines se taisent, un calme étrange s'installe. C'est l'atmosphère que les hommes du fond apprécient. Mais parfois, vivre sous la terre n'est pas un choix. Si le calme et l'attente sont le quotidien des soldats entre 1939 et 1940 sur la ligne Maginot, en Moselle, ils vont livrer par devoir et pour l'honneur une toute dernière bataille. Venez, venez! Go, 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 go! Au casemate du Hubert-Buch, quelques passionnés se retrouvent encore sous ces tonnes de béton. Ici, on tente de faire revivre les heures sombres de l'histoire en mémoire de ceux qui sont tombés pour la France sur la fameuse ligne Maginot. Bonjour messieurs, bonjour soldats. Bonjour Charles. Bonjour Karine. Dis-moi, c'est assez incroyable ce lieu. Bienvenue au casemate du Hubert-Buch. Bah ouais. Et tu m'expliques un petit peu ce qu'on y fait ici? Et bien là, on est sur la ligne Maginot. On est dans une position d'intervalle de la ligne Maginot, située entre deux gros ouvrages un peu plus importants que les casemates du Hubert-Buch, qui avaient pour mission de renforcer cet espace et d'interdire tout passage de l'ennemi de l'époque entre ces deux gros éléments, l'ouvrage du Michelsberg d'un côté et l'ouvrage de Aublin de l'autre. Et vous, actuellement, qu'est-ce que vous y faites? Alors nous, depuis 2011, donc bientôt 10 ans, on entretient les lieux, on les rénove, on les rééquipe comme c'était à l'époque, vraiment de manière très authentique, en fouillant aussi son histoire, parce que son histoire jusqu'en 2011 était totalement inconnue. On a retrouvé l'équipage des casemates, il y avait 38 hommes à l'époque. On a retrouvé parfois les familles de ces hommes-là. Ah oui, on mène des recherches, voilà. Vous faites perdurer leurs souvenirs. C'est ça, l'idée c'est de retracer le parcours de chaque homme qui a servi sur ces casemates, chaque soldat, savoir ce qu'il y a fait pendant la drôle de guerre, mais aussi pendant les combats de juin 40. Donc là, voilà le boyau de communication pour accéder donc aux casemates. On a deux casemates, donc du coup pour passer d'une casemate à l'autre, il fallait te protéger. Les soldats aménageaient beaucoup de tranchées pour pouvoir circuler de position en position, tout en étant vraiment à l'abri. C'est des tranchées qui sont pas tellement creusées quand même. Pas tellement, mais ça suffit pour être à couvert. Pour être à couvert simplement et au cas où être protégé des tirs ennemis. C'est assez incroyable cette sensation. On a vraiment l'impression d'être à l'époque. En plus, vous êtes en habit, donc. C'est un peu l'idée. On essaye de s'immerger dans l'ambiance de l'époque. On n'est pas vraiment un site touristique, même si on est ouvert au public quand même. Mais le but, c'est avant tout que tout soit exactement comme c'était à l'époque. Et là, ça sent un peu le café. Oui, là on est au niveau de la cuisine, la petite popote de campagne. On a surnommé le boyau farci en référence au boyau de communication. Bonjour. Donc là voilà Clément, le cuisinier, il nous vient d'Alsace. On est pas mal, c'est un peu le lieu de vie ici quand même. Vous vous retrouvez autour de la chaleur du feu. C'est ça, puis on fait pas une guerre sans bien manger. Je suis bien d'accord.
rentre dans le vif du sujet, j'ai l'impression. Donc voilà l'une des deux casemates du Verbuche, la casemate sud, Ouais. donc avec la seule entrée de la casemate. Ah, Oh. voilà Wotan, Salut. la mascotte de l'équipage. Il faut toujours une mascotte, Faut c'est toujours une très mascotte. important. Donc casemate, c'est bunker, blocos, c'est pareil. C'est une casemate, alors chaque ouvrage, chaque fortification a un nom bien spécifique, donc on Ouais. appelle ça une casemate, mais effectivement, bon, c'est... Attention au passage, hein. La petite passerelle escamotable qu'on pouvait retirer Oui, pour éviter le passage des ennemis. J'entre maintenant dans l'histoire des bâtisseurs de la ligne Maginot. Elle s'étendait de Dunkerque à Nice. Démarré en 1929, ce programme de défense reste un échec dans l'opinion publique, car les Allemands ont contourné l'obstacle. Pourtant, certains édifices ont tout de même permis de ralentir la progression de la Wehrmacht. Alors voici la chambre de tir de la casemate. Attention marche. hop là. Ah oui. Et un soldat qui est en place donc. C'est ça, donc c'est un peu la raison d'être de la casemate, donc qui était équipée de 2 jumelages de mitrailleuses qui permettaient de mettre sur un même support 2 mitrailleuses de chaque côté, de manière à conserver un feu continu. Pendant qu'une mitrailleuse tire, l'autre est réarmée, refroidie. Dans cette Bien même sûr. pièce, on avait 8 personnels en même temps en cas de combat. 8. D'accord. Donc si les casemates sont attaquées, on dispose effectivement de l'armement des casemates, mais également de l'armement des ouvrages voisins. C'est ça qui fait la force de la ligne Maginot, c'est l'artillerie des ouvrages voisins qui va couvrir cette position. Ça veut dire que non seulement vous faites revivre un lieu comme celui-ci, mais il y a également tout le côté recherche. C'est ça, il y a un côté humain pour les recherches historiques, retrouver les hommes, leur histoire, mais aussi l'aspect technique, l'équipement de la casemate, comment que ça fonctionnait, etc. C'est vraiment très intéressant. Donc tout ce que je vois là, c'est d'origine, on est d'accord. C'est ça, c'est d'origine ou alors reconstitué à l'identique. À l'identique. Comme c'était à l'époque, il manque encore des Je choses, hein, on a vois encore les- beaucoup de travail à faire. Oui, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. Là, ce que je vois là sur ce mur-là, c'est des impacts. Oui, on a des impacts donc au niveau du mur, la gaine de ventilation, elle est déformée, trouée, et aussi que la porte blindée de la chambre de tir, elle est déformée. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une explosion à l'intérieur de la casemate. Alors, ce qui s'est passé, on ne sait pas. En tout cas, on sait qu'il y a eu, en 1940, en juin 40, au moins 2 tués au sein de l'équipage. Tu dis souvent comme si la période historique et la période actuelle ne faisaient qu'un. C'est comme ça que vous le vivez. C'est ça, nous ici, on vit l'histoire. On est dans l'histoire vivante, donc effectivement, on vit peut-être au présent, mais on s'imprègne de ce qui a pu se passer à l'époque. Comment tu es tombé dans cette passion du coup dévorante de l'histoire? Alors, comme beaucoup d'autres membres, j'ai grandi dans le secteur, à quelques kilomètres d'ici, et j'ai toujours vu ces fortifications aux alentours. Dans mes plus jeunes années, je ne savais pas trop ce que c'était, et au fur et à mesure, en m'y intéressant, en me rapprochant d'associations, j'ai pu comprendre que finalement, ces morceaux de béton qui étaient pour la plupart à l'abandon, eh bien finalement, il y avait une histoire cachée, enfouie, et que je sentais utile de faire aussi réapparaître par la création d'une association. Toi, ça te touche à titre personnel? Forcément, ma famille a été impactée, mais finalement, comme toutes les familles, Oui. ont été impactées par cette période. Et je pense que toutes les familles, finalement, ont été touchées, la mienne, mais pas plus qu'une autre. D'accord. Mais tu reprends quand même le flambeau pour faire perdurer le souvenir Tout de à fait. cette période si particulière. Tout à fait. Test son. Test son. Reçu. Donc là, voilà la chambrée de la troupe. Bonjour, messieurs. La seule chambrée de la casemate. On avait donc 8 lits pour 19 Bonjour. hommes. Donc c'était à peu près un lit pour 2, un lit pour 3. Donc Ouais. on faisait un système de 3-6. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi y dormir. Bah oui, d'ailleurs, Guillaume fait partie de ceux qui ont dormi ici cette nuit. Et alors, c'est comment de dormir ici? Bah déjà, il fait assez froid, donc on essaye de se couvrir comme on peut avec les couvertures. Enfin, on s'adapte, on fait comme ceux qui étaient là en 40. Et moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi tu le fais. Enfin, d'une part, c'est juste que je suis un grand passionné d'histoire et surtout de l'histoire française. C'est particulièrement ici que les combats ont beaucoup été concentrés. Il faut pas oublier. Il ne faut pas oublier, c'est très important. Au final, les soldats, ils étaient vraiment sous la terre. Alors, plus souvent. ça dépend du contexte. Si effectivement à l'extérieur la situation est calme, on ne soupçonne pas une présence ennemie, eh bien, on va faire en sorte que les hommes puissent au maximum aller quand même à l'extérieur. Pourquoi ? Pour le moral, parce que être tout le temps sous terre avec une lumière artificielle, etc., être les uns sur les autres, on avait ce qu'on appelle à l'époque la bétonite. C'était la maladie du béton,
C'était une maladie un petit peu psychologique, d'être tout le temps sous terre. Donc du coup, on faisait au maximum faire des corvées aux hommes à l'extérieur, même jour et nuit. Mais c'est vrai que dès qu'il y avait une présence ennemie, parfois il y avait des alertes, forcément, il n'était pas du tout question de sortir des casemates. Bon. Écoute, moi ce que je te propose, c'est que tu me prépares le petit bulletin pour adhérer. Et du coup, je signe. C'est déjà prêt, c'était prévu. Ah, j'adore, super. Alors si je dois me rendre sur tous les points stratégiques de la ligne Maginot, autant partir tout de suite. J'ai encore un peu de travail pour me remettre à niveau. Question géographie et histoire, bien sûr. Bon, mon pilote a l'air de s'y connaître. Je vais me laisser guider en route pour une grande aventure historique.